BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poinon. 22h, oui, c'est parti. On est ensemble pendant 1h, 22h, 23h. C'est votre nouveau rendez-vous en fin de soirée sur BFM Business. Tech & Co, le hashtag pour réagir. TECHCO. Tech Co. On parle ce soir du crowdfunding, le financement participatif et son envol qui est très très net en France. On donnera les nouveaux chiffres, les derniers chiffres de 2014 dans un instant. Doublement des fonds. Quasi doublement des fonds collectés donc l'an dernier. Seuls les Britanniques font mieux que nous en Europe. Des centaines de sites créés à travers la planète. Les avantages du crowdfunding, évidemment, on trouve du cash, on trouve un financement. On se fait connaître évidemment aussi auprès d'une communauté. Les différents modèles de financement participatif, les risques associés, on parle de tout cela dans un instant avec nos invités. Kickstarter, c'est votre titre ce soir, mais c'est vraiment en lien évidemment avec tout cela. Kickstarter, bientôt en France, c'est l'info du jour. Le leader du financement participatif à travers la planète avec ses 78 000 projets déjà financé depuis sa création en 2009. 8 millions de personnes qui ont déjà donc promis des dons pour un total de plus d'1,5 milliard de dollars. Là encore, on fera réagir nos trois invités. Nicolas Le Sur, Charles Legly, respectivement donc d'Unilen et Prêt d'Union, et Guillaume Gibaud qui justement vient de lancer son Kickstarter. Il nous expliquera tout dans un instant. D'ailleurs, il est bien accompagné ce soir. Et puis troisième titre, ça nous ramène aux États-Unis avec Netflix, la plateforme américaine. On a dit ces dernières semaines que c'était un four, un démarrage en tout cas très poussif, très timide du champion de la VOD en France. Que nenni, selon le New York Times, on serait à 500 000, déjà à 500 000 abonnés, rien qu'en France, donc pour Netflix. C'est Simon Tellenbaum qui nous décortiquera et décryptera cette info. Tech & Co, la story de Wall Street. Mais d'abord, la story de Wall Street avec Sabrina Cagliozzi depuis New York. Sabrina, bonsoir. Bonsoir. Quel résultat, en tout cas oui, quelle année là, signée par Criteo en 2014. L'action n'en a pas forcément d'ailleurs profité parce que le marché lui-même hésitait beaucoup avant les fameuses minutes de la Banque centrale américaine. Effectivement, c'est le carton pour la petite pépite française du Nasdaq. Pour rappel, Criteo achète et revend en quelques millisecondes aux annonceurs des emplacements publicitaires sur Internet grâce à ses algorithmes de prédiction. La start-up a fait ses premiers pas ici au Nasdaq en octobre de 2013 et elle fait depuis son petit bonhomme de chemin. Criteo a publié ce matin des résultats en nette hausse et au-dessus des attentes. Ses bénéfices sont passés d'1 million d'euros en 2013 à 35 millions d'euros en 2014. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a bondi de 71% à 233 millions d'euros pour un bénéfice de 14 millions d'euros, ce qui représente une multiplication par 4 sur un an. Criteo a profité notamment de la vigueur du marché américain, qui est désormais son premier marché. Et le groupe compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il prévoit de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et pour l'aider, Criteo a annoncé l'acquisition de la start-up américaine Datapop. Le montant n'a pas été dévoilé, mais on évoque un prix d'au moins 10 millions de dollars. Cette société va apporter à Criteo une technologie permettant de relier les produits présents dans les catalogues des distributeurs aux intentions d'achat des internautes. Cela va en gros lui permettre d'optimiser les recommandations. Alors sur les marchés, effectivement, vous l'avez dit, le titre n'en a pas vraiment profité. Il était pourtant en hausse de 8% en avant-bourse. Il termine sur un gain de 1,5% quand même. Et c'est un titre qui avait déjà pas mal grimpé sur les séances précédentes. Et puis notez que Jean-Baptiste Trudel, le patron de Criteo, va revenir ici au Nasdaq pour la première fois depuis son IPO. Grâce à BFM, il sera en effet dans le grand journal de New York ce week-end. Super, vous nous rappelez les horaires alors Sabrina, c'est quand le grand journal de New York? Écoutez, c'est ce week-end, ça passe samedi à 18h et le dimanche à 15h. Merci mille fois Sabrina, donc à New York. Et ce soir, il faut le rappeler, on termine donc sur une note hésitante après ces fameuses minutes de la Fédérale Réserve où on sent qu'il est urgent d'attendre. On ne va pas relever les taux de sitôt, on a écouté en tout cas pas mal de membres de la Banque centrale. Le Dow Jones moins 0,1, le Nasdaq plus 0,14 et le S&P 500 totalement à l'équilibre. On reste donc au plus haut du plus haut, 2100 points. C'est parti. BFM Business, le focus de Tech & Co. Le focus, on vous retrouve là-dessus. Frédéric Simotel de la rédaction de 01. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. On parle de ce crowdfunding, effectivement, ce financement participatif. Est-ce que c'est un si bon plan que cela? Peut-être première question pour vous, Frédéric, pour financer sa start-up, notamment quand on est dans le domaine de la high-tech. Avec les invités ce soir, c'est quand même pas mal. Alors c'est vrai que pour expliquer, rappeler un peu le crowdfunding, au départ, il y avait, moi je me souviens toujours, c'était ce chanteur, là, Grégoire, qui avait financé une chanson en allant sur un
site qui s'appelait My Major Company. Toi plus moi. Voilà, et toi plus moi, et justement, toi plus moi, on pouvait tous financer, on pouvait mettre ce qu'on voulait, 10 euros, 600 euros, enfin il y avait un certain barème, mais ça lui a permis d'avoir, grâce à ces fonds, de pouvoir monter un clip vidéo, de pouvoir produire son disque. Donc voilà, c'est un peu ça le principe. Du coup, aujourd'hui, le crowdfunding, ça s'est généralisé, et évidemment, les startups en ont profité, et les startups du numérique, on va en reparler dans un instant. Alors du côté des plateformes, en France, on est quand même bien servi. On a une petite cinquantaine de plateformes. On verra avec nos invités si c'est trop, si c'est pas assez. On va voir aussi les fonds levés. Il faut savoir dans le monde, il y a 2 géants qui sont Kickstarter et Indiegogo. Alors pour l'instant, il y a que le second qui est présent en France. Et puis en France, on a connu quelque chose en 2014, c'est que l'État a cherché à mettre un peu plus, à encadrer un peu mieux ce financement participatif. Il a créé un statut de conseiller en investissement participatif. Donc ça a un peu accéléré le crowdfunding. Tout ça lié à sur 2014 les business angels qui ont un peu été frileux pour les investissements. Voilà, ça a permis à des startups d'aller chercher des fonds. Eric, vous dites ça marche, là on parle de quelle somme concernant la... Alors dans son baromètre annuel, on en reparlera, l'association Financement Participatif France dit on est en progression de plus 94% et 2014 environ 150-160 millions d'euros de levée de fonds. Voilà, ça paraît beaucoup, mais lorsqu'on voit que Sigfox vient de lever 100 millions tout seul, on voit que Blablacar avait levé 77 millions, que Partech vient de lever aussi 200 millions. Voilà, on voit quand même ça module un peu ces sommes-là, mais enfin c'est quand même de l'argent qu'on peut, enfin qui est bon à prendre. Alors il y a plusieurs modèles aussi. Il y a le prêt, voilà, c'est des gens qui vont prêter de l'argent. Ça peut même être des entreprises. Ça c'est le modèle le plus courant aujourd'hui. Il y a des dons avec échange ou sans échange. On pourra expliquer ça tout à l'heure. Et puis il y en a un modèle qui est en train d'exploser, c'est la montée en capital. Voilà, on va investir et monter au capital de la société. Là, c'est les chiffres, c'est plus 146%, c'est environ 25 millions d'euros. Et pour le numérique, alors, est-ce que c'est vraiment la bonne idée là? Eh bien, c'est pas mal, parce que c'est vrai, on pourra en parler là, quand on est entrepreneur et qu'on cherche de l'argent, c'est toujours compliqué. C'est un parcours du combattant. Il faut convaincre que son produit est bon, qu'il y a un potentiel de croissance sur le marché. Donc voilà, là, ça permet quand même de récupérer de l'argent, enfin d'avoir un peu d'argent de façon un peu plus facile. Alors, ce qu'on remarque, c'est que le plus souvent, le crowdfunding va permettre d'investir dans la recherche, d'investir dans le prototypage de produits. Mais les enjeux, il faut voir que les enjeux ne sont pas uniquement récolter de l'argent. Une campagne de crowdfunding, ça va aussi permettre de communiquer, de voir si son produit plaît aux clients, une petite étude de marché. Ça va permettre de fédérer aussi une communauté, de voir si des gens veulent interagir avec son produit, donc voir si le produit prend. Et puis si la campagne marche bien, ça va permettre aussi d'avoir une certaine crédibilité quand on va aller voir d'autres investisseurs pour dire, voyez, regardez en quelques mois ce que j'ai pu récolter. Donc ça permet de valider un peu sa stratégie. Maintenant, voilà, il faut avoir un produit convaincant. C'est toujours la même chose, un produit, un service, un logiciel. Enfin, il faut que tout ça soit, on parle du numérique. Et puis, quant à aller sur les grosses plateformes Indiegogo ou Kickstarter, moi je dirais, si on est français, commençons par, souvent on dit qu'il faut aller à l'international. Moi je dirais, regardons quand même la France, que les grands fonds, enfin les grands crowdfunding américains, voilà, faut quand même être sérieusement assez costaud pour aller se mesurer avec eux. Bon, Frédéric, c'est votre avis et on va en discuter avec nos invités évidemment ce soir. On est avec justement le patron de cette fédération, donc de financement participatif France, Nicolas Le Sur. Nicolas, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien. Vous dirigez aussi, vous avez créé Uniland il n'y a pas très longtemps de cela, donc c'est en gros le particulier qui finance le développement d'une boîte. Exactement. J'ai besoin d'un nouveau four, je sais pas quoi, j'ai besoin de quelque chose. Je fais appel aux particuliers et eux-mêmes me financent en direct avec des taux évidemment intéressants parce qu'il y a un risque en face quand même. C'est une entreprise qui peut... Voilà, donc c'est un modèle qui permet en fait à des entreprises qui sont des TPE-PME, alors pas forcément des startups du numérique, nous on s'adresse plutôt à des entreprises mûres qui ont au moins 3 bilans, d'emprunter de l'argent auprès du grand public. Et donc ça permet, par exemple ce week-end on a un projet qu'on avait mis en ligne le vendredi soir à 19h, le dimanche à 16h il avait récolté ses 70 000 euros auprès de 400 personnes. Pas mal, pas mal. Charles Aigli, vous c'est Prêt d'Union, Prêt d'Union là c'est quoi? C'est le prêt entre tout le monde, quoi. C'est le prêt peer-to-peer, c'est ça? Exactement. Enfin, alors nous on finance des ménages qui ont des besoins, enfin, qui veulent souscrire des crédits à la consommation, des crédits d'équipement. Et effectivement, par rapport à un KissKissBankBank, là, vous vous situez où là? Alors KissKissBankBank, c'est des entrepreneurs ou des artistes qui ont besoin de fonds. Et ça se fait sous forme de dons ou de prévente. Nous, l'outil, c'est un crédit à la consommation ou un crédit d'équipement qui est souscrit par un particulier et c'est financé par à la fois des particuliers ou des personnes morales.
Bon, et je termine mon tour de table pour être complet ce soir avec Guillaume Gibaud, fondateur du Slip français. Vous êtes déjà venu nous voir à plusieurs reprises. En ce moment, on ne voit que vous partout. Tant mieux pourvu que ça dure. Et vous vous déplacez pas tout seul. Exactement, j'ai un ami en plastique qui est fort sympathique. Votre ami s'appelle Léo, c'est un mannequin en plastique, on l'aura compris, et donc du coup je vais pouvoir lui couper abondamment la parole ce soir. Et c'est quoi son histoire là? Pourquoi vous êtes venu avec lui? Son histoire, c'est que Léo est en train de mener un projet sur Kickstarter. Léo, la semaine dernière à la Fashion Week, est tombé fou amoureux d'une blonde, d'une mannequin américaine en plastique blonde qui s'appelle Sherry, qui travaille à Los Angeles. Elle est repartie à Los Angeles et Léo, forcément, son cœur est brisé, il ne peut plus travailler, il doit aller la retrouver et donc il a besoin de $30 000 sur Kickstarter pour aller la retrouver et faire un road trip de New York jusqu'à Los Angeles. Et à Los Angeles, son employeur fort sympathique, le Slip français, si on arrive à ces $30 000, s'engage à ouvrir un pop-up store et faire une grande soirée où il retrouvera Chéri, ils pourront se marier et donc avoir un magasin éphémère quoi. Exactement, pour faire ça, dont on est aussi spécialiste. Ouais. $30 000. Donc bon, pour l'instant vous n'êtes pas très ambitieux. Enfin, vous y allez mollo là. On y va mollo parce que c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le crowdfunding sur la partie don, c'est à la fois du chiffre d'affaires qu'on va aller chercher en faisant de la prévente, et ça c'est vrai qu'en France on a cette mauvaise optique de crowdfunding, on se dit levée de fonds et prise de participation, alors qu'en fait il y a vraiment ce modèle de prévente qui est vraiment KissKiss, et même genre compagnie qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs nous on a fait un projet sur chacun des deux, on a fait un My Major et un KissKiss avant d'aller se frotter à l'américain, donc on va voir ce que ça donne. Et $30 000, c'est l'idée, c'est aussi je pense de le dépasser et d'exploser le compteur, c'est un peu ça, c'est que si on met un truc ambitieux, on a quand même du mal à y aller. L'idée, elle est quand même un peu farfelue. Et vous vendez quoi aux Américains là? Vous leur dites achetez du slip français ou achetez du slip qui sera made in America si vous nous faites confiance? On leur vend du slip français. On a mis en ligne une collection capsule de produits slip français au motif américain qui est en ligne sur Kickstarter, qui est une édition limitée qu'on peut trouver que là et qui aide à financer le voyage. Et si on dépasse, si on fait 40, 50, 100, 200 000 €, enfin $200 000, comme je l'espère, on fabrique de plus en plus de produits. Donc pour nous, c'est vraiment du chiffre d'affaires et en même temps de la notoriété, parce que je sais pas combien il a de clients en base Kickstarter, mais ça se compte en centaines de milliers de personnes américains et qui vont recevoir un email en disant voilà, les Français sont fous, ils ont fait ce truc là, est-ce que vous aimez bien la gamme, est-ce que vous avez envie d'aider à participer? Bon, Charles Langlois, effectivement là c'est d'abord un gros coup de pub, même s'il compte, on le comprend bien Guillaume, développer son business sur place. Là, c'est aussi un énorme coup de com'. En tout cas, ça marche en France. Il est invité partout, quoi. Ah oui, les plateformes de crowdfunding du type Kickstarter ou Indiegogo ont une audience telle que se poster sur la plateforme, lever des fonds et exploser les compteurs, c'est un coup de pub fantastique. Bon, on leur souhaite d'exploser les compteurs. Pourquoi c'est dangereux selon vous, Frédéric là? Enfin, pourquoi vous dites restez en France, allez-y, cool au début? S'attaquer au marché américain, c'est quand même voilà, là, on le voit, faut y aller modestement, je pense, au départ, parce qu'il faut alors, selon encore une fois, selon si on fait du prêt, si on fait du don, si on fait investissement en capital, faut quand même les contacts, faut quand même une couverture, c'est tout le territoire américain, donc faut quand même être assez costaud. Et puis on en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi l'effet si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si je souhaite pour vous, mais imaginons un autre, le caleçon hollandais va là-bas et ne réussit pas à atteindre lui va être plus modeste, il va demander les $10 000. Il réussit pas à avoir les $10 000, s'il arrive à 8 000, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voilà, je sais pas, vous pouvez peut-être nous expliquer comment ça se passe si le projet n'aboutit pas? Enfin, voilà, dans les cas de don, tout le monde est remboursé. Donc nous, on a engagé les coûts de faire la vidéo, de mettre de choses en avant. Donc tous les contributeurs sont remboursés. Le projet ne se fait pas, tout le monde est remboursé sans commission pour personne. Donc au final, c'est l'entrepreneur, c'est le temps passé et les outils qu'il a développés pour mettre en place sur la plateforme. Mais au final, c'est assez limité parce que c'est une vidéo et pas mal d'huile de coude pour cogiter le truc et faire une jolie page. Donc finalement, c'est assez safe comme projet. Donc Kickstarter, effectivement, lui se rémunère, il prend quoi, 4-5%, une commission? C'est un peu plus que ça, c'est une petite dizaine de pourcents. Ah oui, en gros, il y a 2-3% de frais bancaires et 7-8% de charges. De frais, mais c'est à peu près le même pricing pour les plateformes françaises. Bon Charles, on dit qu'aujourd'hui que Kickstarter est sur le point d'arriver en France. Ce serait une question de semaine, au pire de 2 mois, donc de voir arriver, et je poserai évidemment la question à Nicolas dans un instant, qui représente lui l'ensemble des plateformes, une cinquantaine à ce jour en France, au sens large, Frédéric, on nous a bien expliqué, même si vous avez des métiers différents, où on vous met tous dans le grand bain du crowdfunding, de voir donc Kickstarter débarquer demain en France, c'est comme le numéro 1 mondial, une puissance phénoménale, et à votre place on reçoit un start-upper quasiment tous les soirs, il lance, on dit maintenant je fais mon Kickstarter, quoi. C'est même pas j'ai une campagne de financement participatif, quoi. C'est quand même génial pour l'écosystème entrepreneurial ou artistique français de voir arriver en France une plateforme avec une puissance de refinancement énorme.
Donc faut le voir plutôt comme une belle chose et une opportunité. Donc faut les accueillir à bras ouverts, je pense. C'est-à-dire que ça peut développer le crowdfunding en France et non pas prendre des parts de marché aux acteurs locaux. En fait, quand même, le but du crowdfunding, c'est de donner des financements à des entrepreneurs ou à des artistes ou à des ménages. Donc plus l'entonnoir est large, plus ça sert à l'écosystème. Donc, moi, je le vois plutôt comme une bonne chose. Bon, la logique d'offre, Nicolas Le Sur, c'est ça. C'est plus il y a d'acteurs, on va parler de vous. C'est la logique d'offre. Après, je pense, il faut attendre de voir un peu. Pour l'instant, ça reste une rumeur. On ne sait pas très bien sous quelle forme. Je crois le problème de Kickstarter, notamment par rapport à Indiegogo, tu pourras peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est que pour aller faire un Kickstarter, justement, il faut souvent aller ouvrir des choses aux États-Unis, etc. Donc c'est un peu compliqué d'accès. C'est très vrai. Et je crois que très simplement, leur idée, c'est d'ouvrir un bureau en France pour faciliter cette capacité d'accès au marché américain. Parce qu'ils voient qu'il y a c'est pas d'implanter Kickstarter.fr qui va remplacer nos plateformes, qui par ailleurs, je le rappelle, KissBankBank, Ulule et My Major Company sont les 3 leaders européens du crowdfunding en don contre don. Ils ont chacun entre 5 et 600 000 membres, donc c'est aussi une belle puissance et qui se développe très vite. Donc, je pense à ce sujet-là, on parle d'une 50aine de plateformes. Là, on parle de Kickstarter, Indiegogo. Alors, je ne sais pas si aux États-Unis, c'est à l'échelle aussi, il y a 600 plateformes de crowdfunding où il y en a 1000. Mais est-ce qu'il en faut comme ça pour un marché français? Est-ce qu'une cinquantaine, c'est trop? Ou alors, est-ce que chacun a son marché Charles. Chacun a son marché, parce qu'en fait, dans chaque domaine, il y a quelques leaders, mais après, il y a des marchés de niche, en fait. Charles, il y a de la place pour tout le monde, là. En fait, 50 pour la France, c'est pas un peu trop? C'est beaucoup. Dans le crowdfunding, il y a 4 sous-catégories. Il y a le financement des entreprises sous forme de prêts, le financement des entreprises sous forme de capitaux propres, le don pré-vente et le financement des ménages. J'imagine que pour chacune des 4 sous-catégories, il y aura 2-3 champions. Oui, parce que vous êtes répartis, Frédéric le disait très bien avec les chiffres qu'annonçait Nicolas ce matin, 150 millions de collectes l'an dernier, 150 millions sur 50. Donc 80 millions pour Prêt d'Union. C'est vrai. La moitié pour vous, énorme. Ouais. Plus que la moitié. C'est le premier à avoir démarré, donc c'est l'effet de taille. C'est pour ça que pour rejoindre ça, c'est vrai que c'est des places de marché au fond. Et donc il y a une prime à la taille qui est liée au fait que tout bêtement, les gens qui ont envie de contribuer, d'investir ou de prêter, ils vont aller là où il y a le plus de projets. Et ceux qui ont besoin de trouver un financement, comme vous pour Kickstarter, ils vont aller là où il y a le plus de contributeurs, d'investisseurs ou de prêteurs. Et donc il y a un effet de taille qui joue très vite. Donc Prêt d'Union l'a fait dans son marché du prêt au ménage pour avoir commencé très tôt. Les 2-3 dont on a parlé dans le don en France, KissBankBank, Ulule et My Major Company l'ont fait dans leur domaine. Dans l'equity, c'est en train de se faire. Dans le prêt aux entreprises, j'espère que je suis en train de le faire avec Uniland et qu'un ou deux autres vont le faire aussi. Mais voilà. Pour ce Kickstarter là, Guillaume Gibaud, votre mannequin Léo, qu'est-ce qu'il doit faire là? Il doit avoir un compte bancaire sur place. Alors, il doit faire pas mal de choses. Il faut donc avoir une boîte soit américaine, soit anglaise aujourd'hui pour créer un compte sur Kickstarter avec un compte en banque qui va avec. Comment vous avez fait on a créé la filiale US du coup de la boîte base. Du coup, ça nous tire vers l'avant, mais donc c'est le sens de l'histoire pour nous. Donc on y va. C'est là où je vous rejoins qu'il faut être un peu armé pour ça. Après, c'est assez simple de créer. Une fois qu'on a la boîte, on arrive à créer le compte, à créer le projet. La complexité arrive quand il faut commencer à livrer, droit de douane, capacité expédiée, gérer des adresses différentes aux États-Unis, service client, ça. Donc effectivement, il y a une problématique d'exécution derrière qui est pas évidente. À 25 € le slip, oui, ça va. Alors, du coup, on est passé en dollars et au passage la conversion, on a ajouté quelques dollars sur les prix. Vous faites comme Apple, vous convertissez. On s'est aligné sur le marché comme on fait à chaque fois. On a bien regardé les prix et c'est vrai que nos produits sont plus chers là-bas, mais on a aligné par rapport. 35 $ là-bas. C'est un peu plus cher, c'est 40 $ et 45 $ et les maillots de bain on a pas mal augmenté les prix. Mais on s'est mis dans le marché, on a fait le boulot qu'on a fait ici, c'est regarder, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est regarder les concurrents et se placer dans le même marché. Frédéric. Oui, sur Kickstarter, donc on voit ces grosses plateformes. Mais moi je me demandais si ça vous servait aussi quand vous avez des plateformes de crowdfunding, si ça vous sert aussi d'avoir des belles réussites. Je parlais tout à l'heure du chanteur My Major Company, mais c'est vrai que du coup ça a fait un zoom non seulement sur le chanteur Grégoire lui-même, son clip, tout ça, mais ça a aussi donné un coup de zoom sur My Major Company. Ça a apporté une crédibilité aussi à la plateforme de crowdfunding. Et j'imagine que pour vous, vous devez un peu surfer sur des réussites comme le site français, dire voilà, eux ils sont venus chez nous, regardez où ils sont aujourd'hui, et puis
ça apporte, non? C'est d'autant plus important que de toute façon le sens, la raison fondamentale pour laquelle les Français s'intéressent à ça, c'est aussi parce que c'est un moyen très simple de savoir à quoi sert leur argent. Et donc d'avoir un projet emblématique ou une histoire qui plaît, c'est pas forcément des exploits comme ça, mais ça peut être la reprise d'une entreprise, ça peut être une entreprise qui se développe, ça peut être un sportif qu'on soutient, ça fait du sens. Donc effectivement c'est fondamental parce que à la base il y a un engagement individuel de chacun des prêteurs ou des investisseurs ou des contributeurs pour un projet ou pour des projets. Messieurs, on va marquer une pause, ça y est, j'y arrive avec mon micro, 22h20. Il y a encore pas mal de questions quand même sur les risques. On va notamment des gens là, nous interroger sur Twitter. Les risques avec parfois des promesses sur des taux de rémunération. Là, c'est peut-être pour vous, messieurs, sur tout ce qui est prêt, financement, des taux à 2 chiffres. Risque, je sais pas moi, d'arnaque ou autre, ou de non-remboursement. Les chances aussi, enfin, je veux dire, quand on regarde les banques, parfois regarder ça en disant est-ce que c'est une alternative à ce qu'on fait? Est-ce que c'est une menace qu'il faut nouer forcément des partenariats avec ces nouveaux acteurs du financement? Je vous pose ces questions dans un instant. La première pause de Tech & Co, on est ensemble jusqu'à 23h.